pour ce Zoom, nous accueillons un éditeur, Pierre-Guillaume Deroux. Bonjour Pierre-Guillaume Deroux. Bonjour. C'était difficile de vous faire venir à TV Liberté. Des mois, on vous fait cette proposition de venir. C'est si difficile de venir à la télévision? Mais non, et en plus pour moi c'est une première, ou presque, de passer à la télévision française. Donc je me réjouis. Alors vous avez commencé votre carrière d'éditeur chez Christian Bourgois en 62. Vous avez travaillé aux éditions de la Table Ronde, chez Julliard. Pas 62, parce que je n'étais pas né. En 82 En 80. 62, c'est même pas de naissance, c'est pas grave. Vous avez travaillé aux éditions de la Table Ronde, chez Julliard, aux éditions du Rocher, aux éditions Robert Laffont. Et en juillet 2010, là nous sommes bien d'accord sur la date, vous avez franchi le pas en créant votre propre maison d'édition. Quelle était la raison de cette décision? En dehors, on s'en doute, de la recherche du gain et du profit. Alors écoutez, j'étais un peu à la croisée des chemins. Il se trouve que je quittais les éditions du Rocher, nous sommes en 2008, parce que cette maison tout d'un coup avait changé d'actionnaire et que sa politique éditoriale se modifiait radicalement. Je n'avais donc plus rien à faire dans ce bateau. Et là, se posait pour moi la question de savoir si j'allais à nouveau poursuivre mon chemin d'éditeur au sein d'un grand groupe ou si précisément je me lançais ou me relançais dans une aventure personnelle. J'avais déjà créé les éditions des Syrtes, cofondé les éditions des Syrtes en 99, que j'avais animé pendant 3 ans. Et là, je me suis dit, si je ne me lance pas dans cette aventure personnelle, j'ai 48 ans, ça sera trop tard. C'était à ce moment-là qu'il fallait se lancer ou alors abandonner l'idée. Et je me suis dit également que nous étions quand même à une période d'idéologie où le débat et la liberté d'expression étaient véritablement en jeu et qu'au sein d'un grand groupe, si j'y retournais, j'aurais sans doute beaucoup de difficultés à publier certains auteurs, ou en tout cas en révéler, et même à porter des projets lourds du côté de la traduction, du côté de l'étranger. Et je me suis dit, si je veux véritablement poursuivre un travail tel que je le conçois, dans une certaine ligne d'exigence, en voulant constituer un catalogue, suivre des auteurs, il faut que je me lance dans cette aventure, que je crée donc ma maison d'édition pour être complètement libre. Alors, j'ai choisi la liberté. Vous avez choisi la liberté, mais ma question c'était, quand je disais pour la patte du gain, c'était une boutade, mais néanmoins, je vois par exemple une maison d'édition comme Actes Sud. Elle a quand même beaucoup de chance, puisque sa directrice est devenue ministre de la Culture, parce que c'est une maison d'édition qui arrive à avoir beaucoup de subventions, et qui a par un grand hasard réussi à prendre, et cette année, et le concours, et le Renaudot. Non, le concours simplement. Le concours simplement, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà et est-ce que, néanmoins, à part ces maisons d'édition qui ont beaucoup de chance, c'est quand même très difficile. Oui, c'est très difficile. Alors vous parlez d'une maison comme Actes Sud qui a quand même mis 30 ans à devenir le groupe que cette maison constitue aujourd'hui, qui est en effet une maison puissante et qui a acquis une position tout à fait cardinale au sein du paysage éditorial français. Mais c'est 30 ans de travail. Alors, certes, avec des subventions, des soutiens dont je n'ai pas bénéficié. Donc, l'aventure aujourd'hui est beaucoup plus difficile, surtout quand on est indépendant, qu'on ne s'appuie pas à un groupe et qu'on ne bénéficie pas d'un mécène. Alors, certes, il y a, Dieu merci, des amis actionnaires qui m'aident, qui me soutiennent, qui sont à mes côtés. Ce n'est pas la même chose que s'il y avait un mécène, si je pouvais m'appuyer à un grand groupe éditorial. Donc oui, l'aventure est difficile. Elle l'est d'autant plus si précisément on reste fidèle à une certaine ligne d'exigence, si on veille et si l'on veut constituer un catalogue et accompagner des auteurs. C'est d'autant plus difficile que vous vous revendiquez en plus comme un éditeur plutôt de droite. Alors, est-ce que ça veut dire d'ailleurs un éditeur de droite par rapport à un éditeur de gauche? Comment vous faites? Quelles sont les différences, les distinctions? Je pense que c'est d'être libre, c'est justement de ne pas être sensible, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, c'est de ne pas être un idéologue. Je pense qu'à gauche, on a souvent devant nous des gens qui agissent, qui raisonnent en idéologue. Et je pense qu'à droite, il y a à cet égard beaucoup plus d'ouverture d'esprit. On peut échanger, on peut, enfin, en tout cas tel que moi je le ressens. Et mon modèle à cet égard, ça a été la table ronde de Roland Lodenbach, tel qu'il l'a créé au lendemain de la guerre avec ses amis comme
Roger Nimier, Blondin, Laurent, qui ont été vraiment, au lendemain de cette guerre, qui ont incarné la liberté, une vraie liberté de dire, de s'exprimer, une liberté aussi dans le roman, dont on avait bien besoin après ces années redoutables. Donc c'est vrai que ça a été mon modèle, parce que je trouve que la Table Ronde a été une maison étonnante, dans la mesure où on pouvait y croiser des gens venus de tous les horizons. On y débattait parfois rudement, mais tout le monde pouvait s'y exprimer, tout le monde pouvait y être publié, il n'y avait pas de diktat. Une maison, justement, sans diktat, où le débat peut avoir lieu. Je veux en faire un lieu de débat, un lieu d'échange, et un lieu où se retrouvent justement des gens qui viennent, contrairement à ce qu'a pu dire notamment le journaliste du Monde il y a quelques mois, à mon sujet, des gens qui viennent de tous les horizons, sans exclusive, de gauche comme de droite. Donc un lieu de débat et un lieu ouvert, un lieu de liberté. Ce dont on souffre le plus, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est d'observer que dans l'édition française, il y a une sorte de comment dirais-je, tous les livres, les livres des uns et des autres se ressemblent tous. Je trouve que l'on souffre, si vous voulez, d'un conformisme absolument asphyxiant. Voilà, je veux me battre à ma manière contre ce conformisme, contre cette uniformisation que je trouve absolument affreuse. Vous parliez du Monde à l'instant, le journal de Pierre Berger, à l'époque, journal de Pierre Berger, parce que c'était en avril dernier. Ce quotidien vous a consacré un important dossier titré « Pierre-Guillaume Deroux, éditeur des proscrits ». Mais ce terme de proscrit, il est de vous. J'espère permettre à des auteurs qui sont proscrits à développer leur pensée. Quand on dit proscrit, on pense à maudit. Non. Alors écoutez, d'abord un mot sur cet article que j'ai trouvé d'une très grande malhonnêteté intellectuelle, car c'est un portrait à charge. J'ai pourtant rencontré ce monsieur durant 2 heures en tentant de lui expliquer quelle était ma démarche. Il n'en a absolument rien retenu, de même qu'il a rencontré un certain nombre de mes auteurs dont il n'a pas cité le moindre propos. Il n'a cité que le propos d'un de mes ennemis. Donc tout ça n'est ni fait ni à faire. Et je ne suis pas l'éditeur des proscrits. Il se trouve que je suis l'éditeur de quelques auteurs qui, en effet, pour des raisons X ou Y, aujourd'hui sont ostracisés. Donc nous pouvons citer Richard Millet, nous pouvons citer Alain de Benoît, hier Dominique Vénère, etc., etc. Ou même Robert Redeker, qui pour d'autres raisons souffre aussi d'une forme d'ostracisme. Mais j'ai publié depuis maintenant 7 ans plus de 200 livres avec des auteurs, je le disais il y a un instant, qui viennent de tous les horizons. Donc pourquoi ce que je reproche au Monde, comme à quelques autres, c'est de ne s'arrêter que sur 4 ou 5 auteurs et de me définir à travers ces 4 ou 5 auteurs, alors que j'en ai publié plus de 200. Donc tout ça n'a aucun sens. C'est encore de l'idéologie, c'est encore la volonté de vous d'étiqueter, c'est un terrible défaut français, et de vous enfermer dans une boîte sans jamais vous en laisser sortir. Eh bien ça aussi, je le refuse catégoriquement. Alors, il y a un autre article un peu plus ancien du Point, cette fois-ci. Alors, lui, il n'avait pas fait mieux. En 2 lignes, le journaliste avait réussi à placer les mots « souffre », pour parler de vous, « diable »,« austère »,« droite » et « à l'écart des autres ». Et finalement, je me suis dit, le seul terme que vous pourriez retenir, c'est « à l'écart des autres ». Ça a dû vous faire plaisir, ça. Oui, absolument. Mais d'abord, « souffre ». Mais on en revient toujours au débat de tout à l'heure. À ce moment-là, c'était Jacques Vergès. Donc publier ces auteurs dans le paysage qui est le nôtre, c'est déjà inadmissible. Bref, en effet, me tenir à l'écart du milieu germano-pratin et de l'édition telle qu'elle se pratique aujourd'hui, ça me va très bien. Je suis tout à fait ravi d'être sur la rive droite et d'observer ça avec beaucoup de recul. En lisant tous les articles qui vous sont consacrés, on a le sentiment, et là c'est moi qui reparle et non plus les journalistes qui le font à ma place, que vous êtes écartelé finalement entre 2 démarches. D'un côté, il y a votre volonté de débusquer, de faire découvrir l'écrivain qui a un style, on va en reparler d'ailleurs, je cite, un écrivain qui a une musique, un monde, un univers. C'est donc une démarche assez personnelle finalement. Et puis d'un autre côté, cette volonté de réhabiliter ces auteurs dits maudits, dits proscrits, dits ostracisés. Et ça, c'est un peu ce que faisait votre père. C'est vrai. Alors vous avez raison de citer mon père, Dominique Deroux, parce que
si je suis éditeur aujourd'hui, c'est que je suis tombé dans le chaudron. Parce que lui était une légende de quand l'édition française, bien tout sûr. petit, puisque mon père a fondé les Cahiers de Lerne, qu'il a cofondé les éditions Christian Bourgois, qu'il a été l'animateur un temps avec Christian Bourgois encore de la collection de poche 10-18. Donc cette passion de l'édition, il me l'a transmise sans aucun doute. Et ensuite, il y a des éditeurs qui m'ont profondément marqué, comme Christian Bourgois, comme Roland Lodenbach que je citais tout à l'heure, ou comme Vladimir Dimitrievitch, le fondateur des éditions de l'Âge d'Homme, qui a pour moi été aussi un véritable maître. Effectivement, j'ai été nourri à ce lait-là. J'ai vu tout jeune un certain nombre d'écrivains défiler à la maison, de Raymond Abellio à Julien Gracq, de Pierre-Jean Jouve à Ezra Pound. Donc tout ça, évidemment, vous frappe d'une manière très intense. Ce sont des souvenirs inoubliables. Et ma passion de la lecture est née aussi en fréquentant ces grandes figures de la littérature. Et puis j'ai appris à lire, en effet, à travers mon père, qui dès mes 10-12 ans me donnait à lire Léon Bloy ou Barbet. Il m'a vraiment insufflé cette passion. Et ensuite, très tôt, j'ai su que je n'étais bon qu'à ça, éditer. Et c'est vrai que j'ai évoqué à l'instant votre père, Dominique Deroux, dont j'ai dit que c'était une légende de l'édition française. Et 40 ans après sa mort, on cherche toujours à vous ramener à lui, à cet incroyable, et c'est vrai, talentueux, à la fois écrivain et éditeur. Et est-ce qu'il joue finalement pour vous encore le rôle sans parler de Don Juan de Molière, mais de la statue du commandeur, c'est-à-dire cette autorité suprême surnaturelle presque? Alors effectivement, il a longtemps joué, et puis la statue du commandeur, et comme vous le rappeliez à l'instant, les comparaisons s'usent toujours. Le Monde l'a encore fait il y a peu de temps, mais je crois, je porte à mon père une très profonde admiration, et j'ai rappelé il y a un instant combien il m'avait marqué, combien il a été un modèle dans son approche des auteurs, dans sa manière de choisir, de constituer un catalogue. Ça, c'est pour moi fondamental, et je le lui dois. Et puis à un moment donné, on trace son propre chemin. Je crois que maintenant, j'ai tracé mon propre chemin. C'est ma maison d'édition, je fais mes choix librement, sans avoir toujours derrière moi une grande ombre. Donc ce n'est pas la statue du commandeur. C'est plus la statue du commandeur. D'accord. Donc Giovanni peut faire ses choix sans avoir peur. Mais il m'habite et il est là. Disons que c'est un modèle d'exigence. Il se rappelle à moi toujours dans cette optique. Vous avez déclaré, je prends toujours vos citations, contrairement à ce que disent les pessimistes, il y a de grands écrivains en France, mais encore faut-il les lire et les reconnaître. Et la critique littéraire ne joue plus son rôle. Alors peut-on parler de grands écrivains quand on parle des écrivains que vous publiez? Alors je pense à Richard Millet qu'on vient de citer, Alain de Benoît, Dominique Vénère, Hedeker, De Viry, beaucoup d'autres d'ailleurs. Est-ce que vous considérez que ce sont des grands écrivains? Non, je pense que Richard Millet est un très grand écrivain français, ça je le pense. J'ai une profonde admiration pour lui. Je pense qu'il a constitué, il a une œuvre très importante. Et ce que je ne supporte pas, c'est d'observer que Richard Millet aujourd'hui est, pour le coup, complètement ostracisé. Une sorte de maudit depuis la fameuse affaire que nous avons subie en publiant un Langue fantôme suivi de son essai sur Anders Breivik, éloge littéraire d'Anders Breivik. Richard Millet est un proscrit. Et je trouve qu'il est absolument inadmissible que dans un pays comme la France, un écrivain de cette importance soit aujourd'hui passé sous silence comme il l'est. Il a sorti un roman en septembre, en avez-vous entendu parler? Non. Je n'ai pas vu... j'ai vu 2-3 articles dans des journaux qui ne sont pas ce qu'on appelle la grande presse. Voilà un exemple qui est attristant et même affligeant, et qui en dit long sur l'état moral, intellectuel de ce pays. Je me rappelle un très beau bistrot Liberté que j'ai fait avec Richard Millet il y a un an ou deux, et c'est vrai que je partage votre point de vue. Quel est l'avenir de l'édition en général et du livre papier? Pas seulement des éditions Pierre-Guillaume Deroux, des éditions tout court. Non, je pense Quand elles fonctionnent, elles sont subventionnées. Je pense que l'édition je pense qu'il y a 1000 choses à entreprendre, à révéler. Il y a dans le domaine de la traduction en particulier un travail considérable à mener, et pas uniquement du côté des auteurs américains. On ne parle que des Américains dans ce pays. Mais il y a des écrivains considérables à l'Est, notamment en Pologne, en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, enfin, en Argentine. Là, je viens de publier
le livre d'un extraordinaire personnage qui s'appelle Leonardo Castellani, Le Verbe dans le sang, introduit, préfacé, traduit par un remarquable individu qui s'appelle Éric Audouard, à qui je dois d'ailleurs cette révélation. Un jésuite argentin, comme le pape François, ça s'arrête mort là. en 81, inconnu en France. C'est donc une anthologie que nous offrons au public français. Il est l'auteur d'une œuvre protéiforme de plus de 50 livres qu'il est absolument indispensable de découvrir aujourd'hui. Pour moi, c'est une révélation un peu comme l'a été la révélation de Gomez d'Avila il y a une douzaine d'années, quand il a été publié aux éditions du Rocher dans la collection Anatolia. Voilà, je pense, un des rôles de l'éditeur, c'est d'être constamment un passeur, de transmettre. Il faut toujours avoir cette notion à l'esprit. Ce que je trouve très inquiétant dans la manière dont fonctionne l'édition aujourd'hui, c'est qu'elle, me semble-t-il, elle se polarise de plus en plus vers tout ce qui est commercial, strictement commercial. Il y a une espèce d'obsession du chiffre. On ne parle plus d'ailleurs du contenu des livres, vous l'avez noté. On parle tout le temps, dès qu'on parle d'un livre, c'est « Ah, il s'est vendu à combien ?» On n'a plus que ça en tête. C'est le règne de la quantité. Alors que je crois qu'il faut revenir toujours essentiellement à la qualité. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant dans la dérive à laquelle nous assistons depuis déjà un certain nombre d'années. Dans ce paysage, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on avait annoncé la mort du livre papier, et finalement, il se porte encore très bien. En effet, il se porte encore très bien, et à cet égard, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je pense que le livre papier a encore de belles années devant lui, et ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Mais il faut, pour que nous puissions poursuivre ce combat, c'est-à-dire construire un catalogue, il faut que les lecteurs soient au rendez-vous. Et trop souvent, ils se laissent conditionner par une presse qui, à mon avis, ne joue plus son rôle. Qui voudriez-vous publier ? Qui vous n'avez pas publié, vous aimeriez publier? Alors un auteur, un sujet, une œuvre? Eh bien écoutez, je m'apprête à publier, ça va être une entreprise de très longue haleine, les carnets inédits du philosophe Pierre Boutan. Voilà un rêve que j'avais depuis un certain nombre d'années qui va pouvoir enfin s'accomplir. Le premier volume sortira en janvier 2018. Il portera sur les années 43-49 et il y en aura sans doute 9 ou 10 ensuite. Donc nous arriverons peut-être à une dizaine de volumes dans les 7 ou 8 ans qui viennent. Alors, quand je disais aussi un auteur, j'espérais que vous alliez me dire un auteur vivant. Par exemple, j'aurais adoré publier Bernard-Henri Lévy ou Houellebecq, si le choix. Houellebecq, oui, Houellebecq, je sentais que ce choix allait je pense que Houellebecq est un de... écrivain important, très important, un écrivain qui a su saisir son époque comme nul autre pareil, et à cet égard, c'est une œuvre qui monte. Et là, réjouissons-nous, elle a touché le grand public, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous évoquions Richard Millet, qui, à mon avis, mène une œuvre aussi considérable et qui, lui, aujourd'hui, subit les foudres que nous savons. Ce n'est pas le cas de Houellebecq, et ça, il faut s'en réjouir, et c'est un écrivain de premier ordre. C'est d'ailleurs parce qu'il vend que sa maison d'édition réussit à le maintenir, à le garder avec lui. Et je pense que la chance de Houellebecq, parce que Dieu sait qu'il est subversif, c'est qu'en effet, il vend. Et comme il vend, on ne s'attaque pas à lui. Ou en tout cas, beaucoup moins. Quels sont vos prochains livres dont vous ne nous auriez pas parlé? Vous nous parlez de Boutan, vous nous avez parlé de Leonardo Castellani. Le Verbe dans le sang. Et je voudrais aussi dire un mot d'une autre anthologie que je publie dans quelques jours, qui est une anthologie d'un très grand poète polonais, sans doute l'un des plus grands poètes polonais du XIXe siècle, qui s'appelle Cyprian Norwid, L'intarissable source. C'est une œuvre considérable et nous offrons pour la première fois en français une anthologie qui va permettre, je l'espère, de faire découvrir un peu mieux, puis il a déjà été un peu traduit, mais trop peu, cette figure intellectuelle considérable du XIXe qui a influencé des gens comme Jean-Paul II, qui a souvent fait référence à Cyprian Norwid au cours de ses années de pape. Il y revenait très souvent, il a été profondément marqué dans sa jeunesse par cette œuvre. Et je pense aussi à un autre grand poète, prix Nobel de littérature,
mort maintenant, qui s'appelait tout d'un coup, Brodsky. Brodsky était lui aussi un grand admirateur, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, Ezra Pound, Gide. Quand je vous écoute, Pierre-Guillaume Deroux, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Alors, elle est un petit peu grossière, mais est-ce que c'est pas ce que vous produisez, ce que vous éditez, est-ce que c'est pas quand même élitiste? Est-ce que ça ne nécessite pas une telle exigence que ce n'est pas accessible à tous? Vous voyez, là, quand je vois ces ouvrages-là, je me dis, est-ce que moi, je suis susceptible de les lire? Quand moi, je parle bien sûr du téléspectateur TV Liberté. Est-ce que ce n'est pas tellement d'exigence que c'est réservé à une élite intellectuelle et littéraire? Mais je pense que dans toute démarche éditoriale, il faut à la fois mener un travail de découverte, de passeur, c'est, je pense, la démarche essentielle et capitale. Et puis effectivement, pour mener à bien la construction de ce catalogue, il faut publier des livres plus commerciaux, plus ouverts, de manière à ce qu'un juste équilibre puisse s'établir. J'y veille, je publie aussi des livres plus grand public pour pouvoir justement poursuivre ce travail de fond. Merci beaucoup Pierre-Guillaume Deroux d'être venu enfin à TV Liberté. C'est moi qui vous remercie. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes pour les éditeurs. C'est important parce que c'est le moment où bien évidemment il faut acheter des livres, les offrir et puis faire vivre les maisons d'édition, les éditeurs et puis aussi les écrivains. À bientôt.